Bienvenue dans l'Ondée, le podcast de lecture. Alors vous l'aurez compris, je poste une semaine sur deux du George Sand et une semaine sur deux du Crime et Châtiment de Dostoïevski. Donc cette semaine, on est avec George Sand dans l'épisode 3. On est bientôt une centaine d'abonnés sur la chaîne, ça me touche énormément, ça me fait très plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires toujours ce que vous pensez des livres audio et je vous souhaite une très bonne écoute. Je ne hais pas le luxe, tout au contraire, je l'aime. Mais je n'en ai que faire pour moi. J'aime les bijoux surtout de passion. Je ne trouve pas de création plus jolie que ces combinaisons de métaux et de pierres précieuses qui peuvent réaliser les formes les plus riantes et les plus heureuses dans de si délicates proportions. J'aime à examiner les parures, les étoffes, les couleurs. Le goût me charme. Je voudrais être bijoutier ou costumier pour inventer toujours et pour donner, par le miracle du goût, une sorte de vie à ces riches matières. Mais tout cela n'est d'aucun usage agréable pour moi. Une belle robe est gênante, les bijoux égratignent et, en toute chose, la mollesse des habitudes nous vieillit et nous tue. Enfin, je ne suis pas né pour être riche, et si les malaises de la vieillesse ne commençaient à se faire sentir, je vivrais très réellement dans une chaumière du Berry, pourvu qu'elle fût propre, avec autant de contentement que dans une villa italienne. Ce n'est point vertu, ni prétention à l'austérité républicaine. Est-ce qu'une chaumière n'est pas, surtout pour l'artiste, plus belle, plus riche de couleurs, de grâce, d'arrangement et de caractère, qu'un vilain palais moderne construit et décoré dans le goût constitutionnel, le plus pitoyable style qui existe dans l'histoire des arts? Aussi, n'ai-je jamais compris que les artistes de mon temps eussent, en général, tant de vénalité, de besoin de luxe, d'ambition de fortune. Si quelqu'un au monde peut se passer de luxe et se créer à lui-même une vie selon ses rêves avec peu, avec presque rien, c'est l'artiste, puisqu'il porte en lui le don de poétiser les moindres choses et de se construire une cabane selon les règles du goût ou les instincts de la poésie. Le luxe me paraît donc la ressource des gens bêtes. Ce n'était pourtant point le cas pour mon grand-oncle. Son goût était luxueux de sa nature, et j'approuve fort qu'on se meuble avec de belles choses quand on peut se les procurer par d'heureuses rencontres, à meilleur marché que de laides. C'est probablement ce qui lui était arrivé, car il avait une mince fortune et il était fort généreux, ce qui équivaut à dire qu'il était pauvre, et n'avait pas de folie et de caprice à se permettre. La soirée me paraissait bien longue aussi. Il fallait que ma mère prît des cartes et fît la partie des grands-parents, ce qui ne l'amusait pas non plus, mon oncle étant un beau joueur et ne se fâchant pas comme des chartes, et la mère, la marlière, gagnant toujours parce qu'elle trichait. Elle convenait elle-même que le jeu sans tricherie l'ennuyait, c'est pourquoi elle ne voulait point jouer d'argent. Mais qu'on se figure l'existence d'un enfant qui n'a point sucé les préjugés de la naissance avec le lait de sa mère, au milieu de ces tristes personnages d'un enjouement glacial ou d'une gravité lugubre. J'étais déjà très artiste sans le savoir, artiste dans ma spécialité qui est l'observation des personnes et des choses. Bien longtemps avant de savoir que ma vocation serait de peindre bien ou mal des caractères et de décrire des intérieurs, je subissais avec tristesse et lassitude les instincts de cette destinée. Je commençais à ne pouvoir plus m'abstraire dans mes rêveries, et malgré moi, le monde extérieur, la réalité, venait me presser de tout son poids et m'arracher aux chimères dont je m'étais nourri dans la liberté de ma première existence. Dans la journée, quand je courais avec ma mère, je m'égayais avec elle de ce qui m'avait ennuyé la veille. Je lui faisais, à ma manière, la peinture des petites scènes burlesques dont j'avais été le silencieux et mélancolique spectateur, et elle riait aux éclats, enchantée de me voir partager son dédain et son aversion pour les vieilles comtesses. Et pourtant, il y avait certainement parmi ces vieilles dames des personnes d'un mérite réel, puisque ma bonne maman leur était attachée. Mais, excepté Madame de Pardaillan, qui m'a toujours été sympathique, je n'étais pas en âge d'apprécier le mérite sérieux, et je ne voyais que les disgrâces ou les ridicules des solennelles personnes qui en étaient revêtues. Je parlerai donc ici de la famille Villeneuve, dont il a été si souvent question dans les lettres de mon père. J'ai déjà dit que M. Dupin de Franqueuil, mon grand-père, ayant été marié 2 fois, avait eu de sa première femme une fille qui se trouvait être, par conséquent,
sœur de mon père et beaucoup plus âgée que lui. Elle avait été mariée à monsieur Vallée de Villeneuve, financier, et ses deux fils, René et Auguste, étaient par conséquent les neveux de mon père, bien que l'oncle et les neveux fussent à peu près du même âge. Quant à moi, je suis leur cousine, et leurs enfants sont mes neveux et nièces à la mode de Bretagne, bien que je sois la plus jeune de cette génération. Ce renversement de l'âge, qui convient ordinairement au degré ascendant de la parenté, faisait toujours un effet bizarre pour les personnes qui n'étaient pas au courant de la filiation. À présent, quelques années de différence ne s'aperçoivent plus, mais quand j'étais un petit enfant, et que de grands garçons et de grandes demoiselles m'appelaient ma tante, on croyait toujours que c'était un jeu. Par plaisanterie, mes cousins habitués à appeler mon père leur oncle m'appelaient leur grande-tante. Et mon nom prétend à cet amusement. Toute la famille, vieux et jeunes, grands et petits, m'appelait ma tante Aurore. Cette famille demeurait alors, et a demeuré depuis pendant une trentaine d'années, dans une même maison qui lui appartenait rue de Gramont. C'était une nombreuse famille, comme on va voir, et dont l'union avait quelque chose de patriarcal. Au rez-de-chaussée, c'était Madame de Courcelles, mère de Madame de Guibert. Au premier, Madame de Guibert, mère de Madame Renée de Villeneuve. Au deuxième, Monsieur et Madame Renée de Villeneuve, avec leurs enfants. 10 ans après l'époque de ma vie que je raconte, Mademoiselle de Villeneuve, ayant épousé Monsieur de la Roche-Aymon, demeura au troisième, et la vieille Madame de Courcelles vivait encore sans défaillance et sans infirmité, lorsque les enfants de Madame de la Roche-Aymon furent installés avec leur bonne au 4e étage, ce qui faisait en réalité, avec le rez-de-chaussée, 5 générations directes vivant sous le même toit, et Madame de Courcelles pouvait dire à Madame de Guibert ce mot proverbial si joli. « Ma fille, va-t'en dire à ta fille que la fille de sa fille crie. » Toutes ces femmes, s'étant mariées très jeunes et étant toutes jolies ou bien conservées, il était impossible de deviner que Madame de Villeneuve fût grand-mère et Madame de Guibert arrière-grand-mère. Quant à la trisaïeule, elle était droite, mince, propre et active. Elle montait légèrement au 4e pour aller voir les arrière-petits-enfants de sa fille. Il était impossible de ne pas éprouver un grand respect et une grande sympathie en la voyant si forte, si douce, si calme et si gracieuse. Elle n'avait aucun travers, aucun ridicule, aucune vanité. Elle est morte sans faire de maladie, d'une indisposition subite à laquelle son grand âge ne put résister. Elle était encore dans toute la plénitude de ses facultés. Je ne dirai rien de Madame de Guibert. Veuve du général de ce nom, qui a eu des talents et du mérite, je l'ai très peu connue. Elle vivait un peu à part du reste de la famille. Je n'ai jamais su pourquoi. On la disait mariée secrètement avec Barère. Ce devait être une personne d'idées et d'aventures étranges. Mais il régnait une sorte de mystère autour d'elle, et je suis si peu curieuse que je n'ai jamais songé à m'en enquérir. Quant à Monsieur et Madame Renée de Villeneuve, j'en parlerai plus tard, parce qu'ils sont liés plus directement à l'histoire de ma vie. Auguste, frère de René et trésorier de la ville de Paris, demeurait rue d'Anjou, dans un bel hôtel, avec ses 3 enfants, Félicie, qui était un ange de beauté, de douceur et de bonté, et qui, phtisique, comme sa mère, est morte jeune, en Italie, où elle avait épousé le comte Balbo, le même dont les écrits et les opinions très modérément progressifs ont fait quelque bruit en Piémont dans ces derniers temps. Louis, qui est mort aussi au sortir de l'adolescence, et Léonce, qui a été préfet de l'Indre et du Loiret sous Louis-Philippe. Ô écrivain d'aujourd'hui, qui maudissait sans cesse la grossièreté de notre temps, et qui pleurait sur les ruines de tous ces vieux chiffons, vous qui avez créé, en ces temps de royauté constitutionnelle et de démocratie bourgeoise, une littérature toute poudrée, à l'image des nymphes de Trianon, je vous félicite de n'avoir point passé votre heureuse enfance dans ces décombres de l'ancien bon ton. Vous avez été moins ennuyé que moi, ingrat, qui reniait le présent et l'avenir, penché sur l'urne d'un passé charmant que vous n'avez connu qu'en peinture. Je m'ennuyais beaucoup. Et pourtant, je n'étais pas encore malheureuse. J'étais fort aimée, et ce n'est pas là ce qui m'a manqué dans ma vie.
Je ne me plains donc pas de cette vie, malgré toutes ces douleurs, car la plus grande doit être de ne point inspirer les affections qu'on éprouve. Mon malheur et ma destinée furent d'être blessés et déchirés précisément par l'excès de ces affections qui manquaient tantôt de clairvoyance ou de délicatesse, tantôt de justice ou de modération. Toute ma vie, j'ai été le jouet des passions d'autrui, par conséquent leur victime. Pour ne parler que du commencement de ma vie, ma mère et ma grand-mère, avides de mon affection, s'arrachèrent les lambeaux de mon cœur. Ma bonne, elle-même, ne m'opprima et ne me maltraita que parce qu'elle m'aimait avec excès et me voulait parfaite, selon ses idées. Dès les premiers jours du printemps, nous fîmes les paquets pour retourner à la campagne. J'en avais grand besoin. Soit trop de bien-être, soit l'air de Paris, qui ne m'a jamais convenu. Je redevenais languissante et je m'amaigrissais à vue d'œil. Il n'aurait pas fallu songer à me séparer de ma mère. Je crois qu'à cette époque, ne pouvant avoir le sentiment de la résignation et la volonté de l'obéissance, j'en serais morte. Ma bonne maman invita donc ma mère à revenir avec nous à Nohant, et comme je montrais à cet égard une inquiétude qui inquiétait les autres, il fut convenu que ma mère me conduirait avec elle et que Rose nous accompagnerait, tandis que la grand-mère irait de son côté avec Julie. On avait vendu la grande berline, et on me l'avait encore remplacée, vu un peu de gêne dans les finances que par une voiture à 2 places. Je n'ai point parlé, dans ce qui précède, de mon oncle maréchal, ni de sa femme, ma bonne tante Lucie, ni de leur fille, ma chère Clotilde. Je ne me rappelle rien de particulier sur eux dans cette période de temps. Je les voyais assez souvent, mais je ne sais plus où ils demeuraient. Ma mère m'y conduisait, et même, quelquefois, ma grand-mère, qui recevait d'eux et qui leur rendait de rares visites. Les manières franches et ouvertes de ma tante ne lui plaisaient pas beaucoup, mais elle était trop juste pour ne pas reconnaître l'amitié vraie qu'elle avait eue pour mon père et les excellentes et solides qualités du mari et de la femme. J'eus donc le plaisir de demeurer 2 ou 3 jours avec ma mère et Caroline, dans une intimité de tous les moments. Puis ma pauvre sœur retourna en pleurant à sa pension, où l'on mit, je crois, Clotilde avec elle pendant quelque temps pour la consoler, et nous partîmes. Cette portion de l'année 1811, passée à Nohant, fut, je crois, une des rares époques de ma vie où je connus le bonheur complet. J'avais été heureuse, comme cela, rue Grange-Batelière, quoique je n'eusse ni grand appartement, ni grand jardin. Madrid avait été pour moi une campagne émouvante et pénible. L'état maladif que j'en avais rapporté, la catastrophe survenue dans ma famille par la mort de mon père, puis cette lutte entre mes 2 mères, qui avait commencé à me révéler l'effroi et la tristesse, c'était déjà un apprentissage du malheur et de la souffrance. Mais le printemps et l'été de 1811 furent sans nuages, et la preuve, c'est que cette année-là ne m'a laissé aucun souvenir particulier. Je sais qu'Ursule la passa avec moi, que ma mère eut moins de migraines que précédemment et que, s'il y eut de la mésintelligence entre elle et ma bonne maman, cela fut si bien caché que j'oubliais qu'il pouvait y en avoir et qu'il y en avait eu. Il est probable que ce fut aussi le moment de leur vie où elles s'entendirent le mieux, car ma mère n'était pas femme à cacher ses impressions. Cela était au-dessus de ses forces, et quand elle était irritée, la présence même de ses enfants ne pouvait l'engager à se contenir. Il y eut aussi, dans la maison, un peu plus de gaieté qu'auparavant. Le temps n'endort pas les grandes douleurs, mais il les assoupit. Presque tous les jours pourtant, je voyais l'une ou l'autre de mes 2 mères pleurer à la dérobée, mais leurs larmes même prouvaient qu'elles ne pensaient plus à toute heure, à tout instant, à l'objet de leurs regrets. Les douleurs, dans leur plus grande intensité, n'ont pas de crise. Elles agissent dans une crise permanente, pour ainsi dire. Si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les autres épisodes qui viendront par la suite. Et puis, pourquoi pas, dans les commentaires, on peut papoter un peu, partager nos impressions, nos idées, tant que ça reste dans la bienveillance, bien sûr. Sinon, je te souhaite de bonnes écoutes sur l'ondée, je te dis à très vite, ciao!